Merci de nous retrouver pour le débat pour les élections pour la 25e Knesset, en 1 an et demi après les dernières élections et pour la 5e fois en 3 ans. Les Israéliens se rendront le 1er novembre prochain aux urnes dans l'espoir, on espère en tout cas, d'une coalition stable et constituée. Quels sont les enjeux de ces élections et de quelle manière les partis comptent régler les dossiers qui sont à l'ordre du jour, à savoir le système électoral, les élections à répétition, la cherté de la vie en Israël, les problèmes de sécurité et bien entendu aussi un sujet qui nous est très cher, les programmes des différents partis pour améliorer l'intégration des Olim et faire venir des nouveaux immigrants en Israël. Ce sont donc les thèmes de ce débat qui sera divisé en 4 parties. Et nous commençons aujourd'hui cette première partie avec le système électoral et surtout les élections à répétition en Israël. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous présente les représentants des différents partis qui sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons d'abord Marco Sarabia pour le Parti travailliste. Bonjour Marco. Bonjour. Jamal Ashkar pour le Machane Mamlarti. Bonjour. Yom Tov Kalfon, Bait Yehoudi. Bonjour. Et Nathan Zoberman qui représente le Parti Atzionut Hadatit. Bonjour. Amir Weitman du Likoud. Bonjour. Henri Bétan de Yesh Atid. Bonjour. Et Meir Waknit pour le Parti Chasse. Je tiens à préciser que Yossi Tayeb et Dani Louz, qui sont 2 francophones qui se trouvent en place éligible, que ce soit pour Yossi dans le Parti Chasse et pour Dan, n'ont pas jugé nécessaire ou n'ont pas pu venir à ce débat. Nous le regrettons. Cependant, nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau Meir Waknit et Amir Weitman qui représentent donc le Parti Chasse et le Likoud. Et puis aussi, dernière minute, le représentant du parti Amiflaga Akalkalit du professeur Zelicha n'a pas pu venir. Mais nous commençons donc ce débat avec, comme je vous l'ai dit, le sujet des élections à répétition. Et je voudrais commencer à poser une question à Benjamin Ashkar du Machane Mamlarti et de savoir un peu quelle est la responsabilité de votre parti, plus particulièrement du dirigeant Gideon Sa'ar et de Benny Gantz, de ces 5e élections et puis en général de ces élections à répétition, puisque si Gideon Sa'ar et Benny Gantz avaient accepté de faire partie d'un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec nous? Si Yair Lapid aussi, et puis si le Parti travailliste aussi, enfin, c'est vrai pour tout le monde. Je crois que le responsable de ces 5e élections, c'est malheureusement quelqu'un d'ailleurs que j'estime beaucoup, c'était le Premier ministre Bennett, qui n'a pas été capable de tenir son parti et qui a fait tomber le gouvernement parce que Silman et Shikli ont trahi pour leur raison d'opportunisme. Mais la responsabilité de Gideon Sa'ar, cette obstination à ne pas vouloir s'asseoir dans un gouvernement avec Binyamin Netanyahou, est-ce qu'en fin de compte, ça nous amène à des 5e élections, peut-être même à des 6e élections bientôt? Il s'est présenté aux élections sur cette ligne. Donc ce qu'il représente sont les électeurs qui ont voté pour lui, qui ne veulent pas qu'il aille avec Netanyahou. On appelle ça la démocratie. Il représente le vœu de ses électeurs. Il y a une majorité d'électeurs qui ne veut pas Netanyahou comme Premier ministre. Et donc c'est ce que Gideon Sa'ar représente, ainsi que Benny Gantz, ainsi que Yair Lapid, ainsi que tous les partis qui ne veulent pas s'asseoir avec Netanyahou. Je ne crois pas très bien pourquoi ça serait spécialement Gideon Sa'ar qui serait le plus responsable de ça. Il y a beaucoup de partis, Lieberman en premier, qui refusent de s'asseoir avec Netanyahou. Un autre aussi parti qui a peut-être une part de responsabilité, Yom Tov, je m'adresse à vous, c'est le parti d'Ayelet Shaked qui, pour le moment, ne passe pas dans les sondages le seuil d'éligibilité et qui risque de faire perdre des voix au camp de la droite et en fin de compte aussi mener peut-être à des 6e élections. Il y a aussi une part de responsabilité? En réalité, c'est totalement l'inverse, puisque en fait, dans les sondages à l'heure actuelle, la situation est bloquée. Le bloc de droite est bloqué à 59 dans tous les sondages. Et si nous passons le seuil, le bloc de droite gagne, puisque nous sommes à 3 mandats dans les sondages. Si nous gagnons le 4e mandat qui nous manque, le bloc de droite monte à 62. Des sondages ont aussi vérifié qu'est-ce qui se passait justement, selon votre question, si on se retirerait de la course, selon tous les sondages, il peut se passer que 2 choses. Ou cela ne change en rien les blocs, donc la situation reste bloquée, ou pire que ça pourrait rajouter un mandat au parti de Benny Gantz, au parti de Machane Mamlarti, et du coup faire gagner le bloc gauche Lapid. Et ça, c'est pas quelque chose que nous avons envie qu'il se passe. Donc en réalité, la solution au problème qui existe depuis donc 3 ans, c'est que notre parti passe. Si nous avons les 4 mandats, il y a un gouvernement de droite avec 62, 63 députés et on a enfin la stabilité pour, j'espère, plusieurs années. Alors,
je vais vous poser la question à chacun. Vous allez prendre vraiment 30 secondes, parce qu'on est beaucoup, pour essayer de répondre. Quelle est, d'après vous, la solution pour qu'on arrive à une stabilité en Israël, une stabilité électorale en Israël? On commence peut-être avec Mir. Si tu me permets, je suis obligé de réagir aux propos de monsieur le député Kalfan, de Abaït Ayoudi Nidmeli. Oui, tout à fait. Oui, c'est parce que je me trompe des fois, parce que des fois on peut passer de Yemina, Abaït Ayoudi, repasser, revenir. Mais c'est un problème de stabilité. Je ne vais pas dire le mot que j'ai envie de dire après le mot stabilité, mais je ne le pense pas moins. Alors, quand monsieur Kalfan dit que nous serons le parti qui pourra stabiliser la droite, ce qu'il appelle lui la droite. Non, mais monsieur Kalfan, vous me faites rire. Vous me faites complètement rire. Vous savez quoi? J'ai pas envie de rire. Parce que vous avez... C'est quoi la droite pour vous, monsieur? Je vous ai laissé parler. Non, mais expliquez-nous c'est quoi être de droite. Alors, je veux vous répondre. Vous m'invectivez personnellement. Laissez vraiment le privilège d'en profiter un petit peu aussi. Très bien. Donc, c'est quoi la droite pour vous, pour votre parti chasse, par exemple? Je continue. Exprimez-nous votre définition du mot droite. Attends, on va laisser Meir s'exprimer. Faire les accords d'Oslo, comme l'a fait votre chef de parti. À part le fait que Mme Chaquet, comme vous m'avez dit, est une dame et Oslo, t'as rien à dire. Non, mais il veut faire un gouvernement avec vous, vous n'avez pas compris. Non, mais continuez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes un parti qui a soutenu un parti arabe, qui, ce parti arabe, soutient des décisionnaires ilkhatiques musulmans, stipulant sur tous les toits qu'il faut exterminer le peuple juif. Vous avez tout fait pour que Netanyahou soit votre chef de parti, M. Bennett, qui ne fait tout pour que Netanyahou soit pas Premier ministre. C'était depuis les débuts arrangé. Et c'était du théâtre fait. Vous me parlez de stabilité politique. Vous osez dire que si Chaquet ne passe pas, la droite ne passe pas. Quelle est la solution quand même? Il est évident que vous allez perdre des voix, les jeter à la poubelle. Donc on est déjà dans une solution que vous n'avez pas de chance. Vous voyez bien l'échiquier. Vous avez trahi un électorat énorme. Tous ces petits partis que vous représentez, qui n'ont aucune chance, qui ont essayé d'avoir de la chance, on a vu qu'est-ce qu'ils ont arrivé au fiasco, d'arrêter d'usurper des voix. Alors, on aura une majorité à la droite. Vous êtes en train de faire une deuxième catastrophe après la première catastrophe, M. Kalfon. Et ne parlez pas d'idéologie ni de sionisme. Ok, alors on va répondre. Bien compris, M. Hackney, vous êtes venu pour ça, vous êtes apparemment aussi payé pour ça, je pense qu'on peut le dire, puisque vous n'êtes pas sur la liste de chasse, vous n'êtes pas militant chasse, je ne sais même pas si vous avez toujours voté chasse, vous avez été engagé dans un parti politique et vous êtes rémunéré pour ça. Donc je ne veux pas, porter atteinte à votre parnassa, puisque vous êtes ce qu'on appelle en hébreu un srir kherev, donc quelqu'un qui a été payé pour ça. C'est vraiment pas du parti chasse qu'on va recevoir des leçons de morale. Le parti chasse dirigé par Aryeh Deri, qui pendant des années, Aryeh Deri a fait du gouvernement avec Rabin et a fait Oslo, Aryeh Deri a gouverné pendant 20 ans de sa vie avec la gauche, avec Meretz, avec tous les partis de gauche durant toute sa carrière. Et il s'est fait interviewer quand Raham, c'est Kahana. Quand il a fait, c'est le parti ultra-droite. Aryeh Deri, quand il était dans le gouvernement Rabin, même par la suite, il a dit, je vais vous dire un mot sur Mansour Abbas. Vous êtes au courant que Chasse est pour faire un gouvernement avec Raham, parce qu'ils sont parfaitement pour, ils l'ont On dit. n'est pas encore... Justement, Binyamin, laisse-moi le plaisir de dire la vérité à Meir Waknin sur les relations entre Chasse et Raham. Vous êtes Chasse, pas Benny. Alors, monsieur Waknin, sur la droite, le dernier parti au monde qui peut donner des leçons sur la droite et Eretz Israël, le parti qui a fait 1500 morts d'Oslo, c'est Chasse d'Aryeh Deri, qui est l'architecte d'Oslo avec Rabin et Meretz et qui a toujours gouverné avec la gauche durant toute sa carrière politique. Aryeh Deri a même dit qu'au niveau de son sentiment personnel, il y a plein d'interviews sur ça, il a dit qu'il était de gauche au niveau idéologique. Au niveau de Raham, Aryeh Deri est l'homme qui a été nommé par Binyamin Netanyahou lors de la dernière négociation de coalition pour être l'entremetteur entre le Likoud et Raham lorsque le Likoud a voulu faire un gouvernement avec Raham. Pourquoi Netanyahou a été très judicieux de se tourner vers Aryeh Deri, puisque l'un des meilleurs amis d'Aryeh Deri à la Knesset depuis de nombreuses années, c'est Mansour Abbas. Ils ont fait passer plusieurs lois ensemble, ils se font des riboukim ensemble à la Knesset. J'ai les photos et je peux vous les montrer. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cela. Aryeh Deri était en alliance avec Raham et Aryeh Deri a soutenu le gouvernement Likoud avec Raham. Non seulement l'a soutenu, il était l'entremetteur pour créer ce gouvernement. Donc, avant de mentir, vous parliez de mensonges tout à l'heure, connaissez les faits. Voilà. Ok, on va continuer sur la stabilité et comment on arrive à la stabilité d'une coalition et du gouvernement avec Amir Weitman du Likoud.
c'est un petit peu regrettable d'avoir des débats qui tout de suite rentrent dans des tons pareils. Et puis, ce n'est pas très sérieux non plus, parce que le problème fondamental de la stabilité du système politique israélien, alors que nous sommes dans la 5e campagne en fait, consécutive, n'est évidemment pas lié à l'action de tel ou tel parti. Alors, certes, Bennett s'est comporté en 2018, fin 2018, quand il a quitté le Bayit Yehudi, avec Shaked, et qu'il a détruit en fait le Bayit Yehudi qu'il a créé à l'époque, la Yamin HaDash. Avec M. Kalfon. Bref. Il faut le dire. Oui, non, mais bon. Il reçoit, je crois, un bonus à chaque fois qu'il dit mon nom pendant le débat. Je crois que c'est ça je crois il reçoit un bonus de Yossi Taïeb. C'est dommage que Yossi Taïeb n'ait pas venu en personne plutôt que d'envoyer quelqu'un de rémunéré qui apparemment reçoit un bonus à chaque fois qu'il dit le nom Kalfon. On va pas y arriver comme ça si vous mobilisez le temps de parole, on va pas y arriver. Donc on va continuer, on va avec Camille. Bon, alors le problème n'est pas un problème circonstanciel. Alors certes, si Bennett n'avait pas fait cette grave erreur en la fin 2018, on n'en serait pas là. Il y aurait eu maintenant un gouvernement de droite et puis qui aurait été élu jusqu'à l'année prochaine. En fait, on serait encore maintenant dans la Knesset élu en 2019. Bon, mais ça c'est circonstanciel. Le problème plus fondamental, c'est un problème de psychose profonde qu'il y a dans ce pays, qui s'est cristallisé en fait autour de la personne de Netanyahou. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on prend la réalité, aujourd'hui, par exemple, un parti comme Yesh Atid, et le Likoud, par exemple, je pense que sur la plupart des sujets, je ne pense pas des sujets qui touchent forcément à l'identité, parce que là, il y a quand même des différences, mais sur ce qui touche en tout cas à l'économie, au social, et pour la plupart des sujets, je ne pense pas qu'il y ait un gouffre entre nous. Il y a des différences, certes, il n'y a pas de gouffre, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir s'asseoir autour d'une table et faire un accord de gouvernement qui s'impose au vu des circonstances, d'accord, du fait qu'on est à 59, 60, 61, bref. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça? On n'arrive pas à faire ça parce que je pense qu'une bonne partie de la gauche israélienne est devenue, est rentrée dans une espèce vraiment de psychose, moi je n'ai pas d'autre terme, autour de Netanyahou. J'aimerais juste finir une phrase. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de gens à droite qui sont passés alors de l'autre côté en étant plus capables de concevoir même le Likoud et la droite sans Netanyahou, ce qui est évidemment aussi pas logique. Donc malheureusement, on ne peut plus avoir un discours politique serein et normal dans ces conditions. Alors peut-être qu'on va demander d'abord à Henri, puisqu'on a déjà donné la parole à Benjamin, mais on va demander à Henri peut-être qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, d'abord, on vient de recevoir une très bonne nouvelle. Il n'y aura pas de coalition à droite. Ça, c'est sûr. On vient de l'entendre. Deuxièmement, il faut un peu élever le débat. Et moi, j'aimerais regarder les choses de plus haut. Si vous interrogez tous les sociologues israéliens, je ne parle pas des sondagiers, de ceux qui fréquentent les plateaux, etc., d'ailleurs, dont je suis, mais les vrais, les professeurs d'université, les gens, par exemple, du Shabak, qui ont des antennes implantées partout dans la société israélienne et qui savent la sonder et qui savent ce dont ils parlent, pas les sondeurs. Eh bien, eux vous disent tous unanimement que 80% des Israéliens sont d'accord sur les principales valeurs qu'ils veulent voir exercées dans ce pays. C'est ce que dit Amir, plus ou moins. C'est qu'il n'y a pas de fossé entre les grands partis. J'y viens, vous n'avez pas parlé de cela. Exactement. Si. Donc, le malheur, et ça, le Shabak l'a dit à tous les chefs de parti, le niveau de violence, le niveau d'animosité, le niveau de presque de bagarre, il est tellement haut, tel qu'on ne l'a jamais vu depuis la renaissance de l'État d'Israël. Comment on arrive à une stabilité quand même? C'est la question. Je reviens à la question. Justement, ce sont les valeurs. Si on sait les conjuguer, et à condition que sur le terrain politique, on sache traduire cela, c'est-à-dire qu'il y ait plus de petits partis parasites, pour ainsi dire, qui, eux, imposent une dictature, parce qu'ils sont placés juste au bout pour bloquer un gouvernement, pour le faire tomber, ou pour le faire chanter, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Si, comme nos amis anglais, nous avions deux pôles majeurs qui régissent la politique israélienne, alors là, oui, il y a une chance, notamment, de se mettre d'accord pour
changer le système électoral israélien et faire qu'une majorité de toute façon se dégage. Donc changer le système électoral et essayer d'éliminer les petits partis. À la seule condition qu'il y ait 2 pôles puissants qui gèrent le système électoral israélien. Ce qui veut dire qu'on élimine pratiquement le Parti travailliste qui a 4 sièges dans les sondages. C'est la réalité aujourd'hui. Jusqu'aux prochaines élections, nous avons 7 députés. D'accord ? Alors, je pense que le vrai sondage, ça sera le jour de l'urne. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que la vraie solution pour débloquer la situation, c'est tout simplement que les citoyens arabes d'Israël aillent voter. Ici, il y a à peu près 20% d'Arabes israéliens. S'ils allaient voter comme il faut, ils auraient plus de 20 députés. Et ils en ont combien ? 10 ou 11. Voilà. Et ça débloquerait complètement la situation parce que eux, ce seraient vraiment les vrais arbitres. Mais ils sont complètement dégoûtés de nous. Ils ont confiance en personne. Vous êtes sérieux là quand vous parlez comme ça ? Et justement, Je vais vous donner la parole, Nathan, tout de suite. je pense que ils ont été. À chaque fois, on a diabolisé les Arabes. Chaque fois qu'il y a eu une tentative justement de les faire participer à la vie civile, tout le monde, tout de suite à droite, ils les ont diabolisés, ils les ont traités de terroristes. Alors évidemment, la plupart des Arabes ne votent pas. Ils votent peut-être à 30-40%. Et à droite, ils l'ont très bien compris, ils font tout pour les dégoûter d'aller voter parce qu'ils savent très bien que s'ils ils iront voter, la droite perd à coup sûr. Voilà. Nathan, je pense que vous avez des choses à dire sur ça. Déjà, je vais essayer d'être un peu plus pragmatique. Je ne suis pas dans les études sociologiques, je ne suis pas dans le Shabak. J'espère surtout pas que les Arabes aillent voter en masse et nous chassent d'Israël comme j'ai l'impression que... C'est pas leur espérez. intention. Enfin bon, je pense pas que... Je pense que nous avons ici en commun, nous représentons la communauté francophone qui a fait son alia, et nous avons tous un rêve sioniste à réaliser ici. Et je pense que c'est ça qu'on partage entre nous, et je suis assez persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui adhèrent à cette idée-là, complètement incrédule, d'aller demander aux Arabes de voter contre nous et de prendre la main et de devenir finalement les dictateurs du pays d'Israël. Enfin bon, je vous permettrai d'être un peu plus Ce n'est pragmatique. pas ça que j'ai dit. Mais ça revient à ça. Donc, si je peux être un peu plus pragmatique, le but aujourd'hui, c'est de sortir d'une situation qui nous amène à une 6e élection. Et encore une fois, le pragmatisme, c'est de trouver des solutions concrètes. Moi, je ne vais pas changer un système électoral, j'en suis pas là encore, et je ne pense pas qu'on soit capable de le faire rapidement. J'en appelle simplement à vos téléspectateurs, aux électeurs francophones qui nous regardent, d'aller voter massivement. Non seulement d'aller voter massivement, mais d'aller aussi de convaincre les gens d'aller voter. On essaie de mobiliser nos électeurs de droite pour le faire, ça c'est un. Deuxièmement, comme ça a été rappelé, il faut éviter les pertes de voix, et donc les petits partis, les micro-partis, essayer de ne pas perdre de voix dans les micro-partis. Et donc je suis désolé, Yom Tov, mais je ne suis pas d'accord avec ton analyse politique. Et troisièmement, et c'est aussi important, c'est que, et ça n'a pas été souvent rappelé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de droite, d'ailleurs des fois qui sont religieuses, qui vont voter pour des partis comme Lapid et comme Gantz, en espérant que des partis de gauche vont appliquer une politique de droite. Ça s'est jamais vu, ça ne sera pas fait. Et il faut bien comprendre qu'on ne vote pas pour des hommes politiques, on vote pour un projet politique, on vote pour un projet sociétal, on vote pour une concrétisation de nos rêves et de notre aspiration au sionisme qui est en train de prendre place en Israël. Et donc, je comprends qu'on ne soit pas tout à fait en adéquation avec une personne comme Benjamin Netanyahu, comme Itamar Ben-Gvir ou comme Bezalel Smotrich que je représente, qui est aujourd'hui la 3e force politique israélienne. Et je conçois qu'on puisse se reconnaître plus dans un Benny Gantz ou dans une Ayelet Shaked. Mais encore une fois, on ne vote pas pour des partis politiques, pour des hommes politiques, on vote pour un projet. Et quand on regarde le projet de la gauche, c'est le projet, du postmodernisme, du wokisme, c'est les LGBTQRR et toutes les lettres qui vont avec, qui prennent le contrôle de l'identité juive du pays. C'est la fin des implantations en Israël. Et donc, encore une fois, j'en appelle aux électeurs de droite d'aller voter pour des partis de droite. Et donc, si on a une mobilisation forte de la droite, si on a des partis minoritaires qui disparaissent du champ politique, et si on a des gens de droite qui votent pour des partis de droite, on sortira du cercle vicieux dans lequel on est. Benjamin Lachkar, vous voulez dire quelque chose ? D'abord, nous sommes un parti de droite, de centre-droit, et pas un parti de gauche. Enfin bon, on sait qu'avec eux, tout ce qui n'est pas d'extrême droite est de gauche. Et je vais répondre très, très clairement à cette question. À court terme, la seule solution pour avoir un gouvernement stable, c'est que Benny Gantz, qui est la seule personne qui puisse former un gouvernement, parce qu'il est accepté par les deux côtés, soit Premier ministre. C'est malheureusement Lapid, j'ai rien contre Lapid,
et il a ses qualités et ses défauts, mais Nabi n'a aucune chance. Alors, avec qui il peut faire un gouvernement, Ben? On peut faire un gouvernement avec les ultra-orthodoxes ashkénazes qui ont déjà dit clairement, évidemment à la campagne ils le disent un peu moins clairement, mais avant la campagne ils ont dit clairement qu'ils iraient avec Benny Gantz si Netanyahu n'avait pas de majorité. On sait qu'au Likoud il y a des gens qui sont prêts à partir, qui n'en peuvent plus, on verra. Mais il y aura une possibilité de faire un gouvernement stable, petit au début, qui s'agrandira ensuite, une fois que Netanyahou sera parti. À plus long terme, ce qu'il faudra faire, c'est évidemment une réforme du système électoral, probablement baisser le seuil d'éligibilité qui est aujourd'hui à 3,25%. C'était une erreur tragique de l'avoir augmenté, il faut le remettre à 2%, afin de pouvoir en fait permettre plus un jeu plus large et une meilleure expression démocratique qui permet de construire des coalitions qui sont faites beaucoup plus stables, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est le contraire de ce qu'Henri dit. En fait, on a vu, il y a d'autres réformes à faire. Il faut augmenter le nombre de députés. Il faut probablement aussi peut-être faire la mosaïque va s'élargir. Ça change rien. Alors, on va devoir terminer cette première Ça rajoute de la partie. stabilité aussi pour gouverner, parce qu'aujourd'hui la Knesset est très faible et elle est beaucoup trop contrôlée par le gouvernement. Et il faut aussi probablement faire une dose de système majoritaire, comme les Français connaissent. Est-ce qu'un tiers, la moitié des députés seront élus? On termine avec Henri qui veut répondre ou quelque chose? Non, j'ai dit vraiment spéculer, prendre pour base de sa réflexion les sondages, c'est construire des châteaux en Espagne ou tracer des plans sur la comète. On a vu la dernière élection que les sondeurs ont été battus à plate couture sur toute la distance. Et C'est complètement fou. Regardez les sondages, regardez les résultats, il y a pas eu de différence. Votre bloc avait disparu. 8 députés. Votre bloc avait disparu. Non, c'est-à-dire le Mamlarti actuel. En fait, c'est Benny Gantz. Moi, j'étais pas Benny Gantz. Non, mais attendez, Saar était entre 9 et 11 députés. Aux dernières élections, Gantz ne passait pas le seuil dans les sondages. Il a fini avec 8 mandats. C'est aussi ça un message, je crois, par rapport à mon parti. Les sondages étaient exacts au niveau de la taille des blocs, et c'est ce qui compte à la fin. Les sondages étaient exacts. Et donc, quand je dis que Lapid n'a aucune chance, il n'y a aucune constellation où Lapid peut arriver à 61, y compris avec la Michout Tefet, parce que nous n'irons jamais avec la Michout Tefet, donc il peut toujours rêver. Et je pense pas non plus qu'il ait l'intention, ni la Michout Tefet n'a pas l'intention elle-même. Au nom de Yeshatit? Non, je parle pas au nom des Yeshatit. On a dit jamais la Michout Tefet. Nous sommes d'accord, il n'y a aucun problème. Donc, Jamais Meretz, jamais le Parti travailliste, jamais RAM. En fin de compte, vous savez, oui, j'ai dit jamais, mais pourquoi pas? Et puis jamais, et puis quels imbéciles qui changent pas de vie. C'est le Likoud. Vous avez négocié avec eux 2 ministères. C'est le Likoud qui a créé RAM. C'est le Likoud qui a créé RAM et qui essaie de faire un gouvernement. C'est lui qui a fait des gens qui s'assoient, qui sont dans un gouvernement, pas seulement qui sont maintenant dans un gouvernement avec RAM, qui ont la culot, la route d'accuser les autres de leur propre crime. C'est inouï. Soutiennent la majorité, ils ne sont pas au gouvernement. RAM a voté pour la loi sur la citoyenneté, RAM a voté pour les takanotes de Judée Samarie, et le Likoud a voté contre toutes les lois sionistes, toutes les lois de droite, et se permet de donner des leçons. Le Likoud est aujourd'hui un parti anti-sioniste, il faut le dire dans les faits, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie, c'est un parti qui a voté contre tout ce qui est sioniste dans la dernière coalition. Alors, c'est très gentil d'être de droite ou d'être sioniste quand on est au pouvoir, mais on juge aussi quand vous êtes dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on vote contre tout ce qui est sioniste, contre tout ce qui est de droite, on n'est pas de droite et on n'est pas sioniste. On se juge aussi dans les faits, pas dans les déclarations. On connaît le Likoud et ce qu'il dit tout le temps. Le Likoud dit beaucoup de choses, et Likoud fait toujours l'inverse. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On va devoir arrêter ici cette première partie. Rapidement, une dernière phase et on termine sur ça. Très rapidement, l'objectif de l'opposition, qui est d'ailleurs un objectif qui a été, grâce à Dieu, atteint très rapidement, était en effet de voter en bloc contre tout ce que fait le gouvernement, peu importe d'ailleurs. Quitte à faire couler le pays. Quitte à faire tomber, quitte à sauver le pays, mais et à faire abandonner. C'est pas responsable. Amir, tu sais très bien que c'est pas gouvernement responsable. de trahison. La trahison, c'est voter contre la citoyenneté. Voter contre la loi de la citoyenneté et laisser des terroristes se balader dans le pays, c'est pas responsable. Pour la première fois de la création d'État d'Israël, vous avez accepté de faire un gouvernement. Mais c'est Netanyahou qui a essayé de faire un gouvernement avec lui. Arrête de dire n'importe quoi. C'est ton parti qui l'a légitimisé et c'est ton parti qui a essayé de faire un gouvernement avec. Benjamin. Arrête de dire n'importe quoi, Amir, tu sais très bien que tu dis n'importe quoi. Non, c'est toi qui dis n'importe quoi. Il y a encore une phrase qu'il faut rajouter, c'est la destruction du système politique israélien. Quand on a maintenant quelqu'un comme Benjamin Lachkar, qui est un de mes meilleurs amis, je le dis à part toujours, malgré tout le temps. Soyez rassurés. Voilà, on est toujours les meilleurs amis. Ouais. Mais ceci étant dit, le fait qu'on puisse avoir la chutzpah de venir et de dire que quelqu'un qui a 11 mandats dans les sondages aujourd'hui, et qui peut-être en aura plus ou moins, mais quand même peut être Premier ministre, c'est
conséquence, si vous voulez, de la catastrophe qui s'est produite avec Bennett, qui est devenu Premier Netanyahu ministre était avec Premier ministre 6. avec 18, je te rappelle même. Donc, Non. Mais Bon. quand on arrive à avoir pourquoi en fait, des 13, 14, c'est des moins bien gens, que des 18? gens qui sont des gens parce que jusqu'à maintenant C'est il y avait une parce que c'est il y avait une C'est une arithmétique absurde. Ça n'a aucun sens. il y avait On s'en fout. simplement À la fin, il faut qu'il y ait une Benjamin, majorité, il faut qu'il y ait un laisse-moi gouvernement, il faut finir qu'il y ait une coalition. Benjamin, On s'en fout qui a laisse-moi pour un finir. mandat. Il faut arrêter. On Il n'y a arrive- aucun problème parce que Bennett a été Premier Benjamin, ministre. est-ce que C'est vous vraiment pouvez ridicule comme argument. Non. Dans n'importe quel pays démocratique normal, le gouvernement, le président du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, représente une majorité, représente une grande partie du public. Le fait qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ça veut dire qu'en fait, n'importe qui, peut-être même demain, Yom Tov, s'il est finalement 4e ou 5e sur ça sa sera bien liste, rigolo. eh ben, peut-être que toi, tu pourrais être Premier ministre. Ouais, Pourquoi c'est pas contre Amir, tu comprends pas. Entre nous, tu serais contre? Amir ne comprend pas le système parlementaire. Ça n'a strictement aucune importance. Le Premier ministre représente une majorité et il représente pas. Il n'est pas élu personnellement. Ce qui compte, ça. c'est le bloc. C'est pas- Netanyahu a déjà été Premier ministre alors qu'il était le deuxième parti et pas le premier, tu le sais très bien, mais il avait le bloc avec lui. On est obligé de passer au second sujet. Merci. On voit qu'on n'est vraiment pas d'accord et que visiblement, on se retrouvera dans 6 mois pour un nouveau débat pour les élections pour la 26e Knesset. En tout cas, on sera très heureux de vous retrouver. Bien entendu, on s'arrête ici et on se retrouve très prochainement pour le second sujet. On va parler de la hausse des prix en Israël.